Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovoirs. On se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding du mercredi comme d'habitude. Et ma foi, j'ai rien de plus à dire. Donc du coup, on va commencer directement avec les projets annulés. En fait, le projet annulé, puisque cette semaine, il n'y en a qu'un. Et vous allez voir tout de suite d'entrée de jeu, il s'agit de Deep Shelf qu'on avait présenté il y a quelques temps, qui était en plus l'œuvre de Ninth Haven Games, qui est relativement connu pour son précédent projet qui a fait un assez beau succès, à savoir Dinogenix, à deux reprises d'ailleurs, parce que la première fois ça avait été annulé, deux reprises, donc 2700 et 4888 contributeurs à l'époque, et du coup on attendait Deep Shelf avec un résultat suffisamment conséquent aussi, et finalement ça ne s'est pas passé comme ça, vous le voyez, 427 contributeurs, le projet est annulé pour différentes raisons, enfin tout simplement parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de financement déjà aussi, et puis aussi parce que le nombre de contributeurs était vraiment très léger comparativement au nombre de followers, donc de personnes qui suivent la campagne sans l'avoir backé pour autant, parce qu'on était apparemment 1800 à suivre la campagne, mais uniquement 427 à avoir converti ça en une contribution à la campagne. Donc du coup, ils indiquent les différentes choses sur lesquelles ils pensent travailler et revenir pour une prochaine campagne, sauf qu'on ne sait pas encore quand cette nouvelle campagne aura lieu, donc on vous recommande d'aller simplement vous connecter à la mailing list ou à consulter Board Game Geek fréquemment pour voir un petit peu quand est-ce qu'on pourra avoir cette nouvelle campagne tout simplement. En tout cas pour l'instant, Deep Shelf, c'est enterré. On entame maintenant les projets qui s'apprêtent à se terminer cette semaine ou dans les 10 jours à venir en tout cas, en commençant par Heists in Hyperspace, un jeu qui avait été présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, qui nous vient de Singapour, le premier projet de Time Loop Games, qui n'aura pas été couronné de succès. Bon, il reste 49 heures, donc bon, environ 24 heures lorsque vous verrez la vidéo. Donc on n'est pas non plus à l'abri d'un financement de dernière minute, bien évidemment, mais en l'état, 71 contributeurs, on pourra de toute façon pas dire que c'est un gros succès. Le seuil moyen pour eux de financer, c'est vraiment d'espérer atteindre les 100, 150 contributeurs, avec potentiellement dans le tas certaines personnes qui mettent une certaine somme assez conséquente pour essayer de les aider tout simplement à terminer leur projet. Mais en l'état, Time Loop Games, soit ça va finir par une annulation, soit par, un échec de la campagne après la fin des 49 heures restantes, soit un petit miracle via un don assez conséquent d'un tiers qui voudrait vraiment que le jeu se réalise. Voilà pour Heists in Hyperspace. Également présenté le 9 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Familiars and Foes fait un résultat suffisant, disons, pour financer, puisque vous le voyez avec un seuil de financement de 30 300 €, avec actuellement 32 400 € approximativement de financer, c'est le financé du coup là. La campagne est menée à bien, il reste 49 heures avant la fin de cette dernière, du coup ça devrait aller sans trop d'encombre, sans faire un résultat si conséquent que ça malgré tout. Pour le premier projet par ailleurs de Horrible Adorables, c'est une sorte d'antithèse en termes de dénomination de votre entreprise, mais après tout, pourquoi pas. Et pour ce qui est des stretch goals, il faut descendre un petit peu plus bas vers le milieu de la campagne pour les trouver. Alors oui, je rappelle qu'effectivement, il y a des miniatures absolument magnifiquement réalisées. Elles sont très belles, effectivement. J'apprécie pas spécialement la direction artistique, mais en termes de réalisation des miniatures, elles sont assez époustouflantes, mais elles sont très chères, par contre, attention. Et pour les stretch goals, c'était ici que ça se passait. Donc le jeu est financé, on a du silk screen sur les meeples, c'est toujours un plus. Ensuite, on a aussi de nouveaux ennemis qui ont chacun été réalisés par des dessinateurs différents, de renom semble-t-il, mais moi je les connais pas du coup. Ensuite, encore d'autres ennemis qui ont été ajoutés aussi, avec là encore une fois des dessinateurs différents les uns des autres. Et puis je crois que 46 000, est-ce qu'on a atteint les 46 000? Je voudrais pas m'orienter vers des stretch goals qui n'ont pas été encore débloqués. 46 000, non, il n'y a pas encore, on est à 32 000, je répète à nouveau. Donc du coup, 42 000, on est encore assez loin de certains des stretch goals qu'ils espéraient, j'imagine, débloquer. Puisque en l'état, en fait, on a juste celui-ci qui est débloqué. Tous les autres que vous voyez ici sont pas encore débloqués. Donc ça devrait être le cas pour celui-ci. En tout cas, 34 000, ça va se faire assez rapidement. Les autres, c'est pas encore garanti. Donc succès en termes de financement de la campagne, oui. En termes de déblocage des stretch goals, pas tellement pour Familiar and Foes. Donc pour ceux qui voudront en savoir plus, rendez-vous sur le menu crowdfunding du 9 octobre dernier. Mais pas de version francophone, quoi qu'il en soit. On enchaîne tout de suite avec Outrun the Bear, 462 contributeurs avec 22 000 € de rangée. Le jeu est financé 50 heures avant la fin de cette campagne. Pour un premier projet qui plus est de Around the Storm Games, c'est plutôt un bon résultat. On est presque à 500 contributeurs, on devrait aller chercher pas loin de 600 d'ici la fin de la campagne. C'est plutôt pas mal pour ce petit jeu très familial pour 8 ans et plus, 2 à 6 joueurs, 20 à 45
minutes en presque semi-coop pourrait-on dire, même si en fait il y aura beaucoup de take-that et de petits coups de traître dans le dos, où on va essayer d'échapper en fait à un ours qui nous poursuit, avec une direction artistique, pas trop mal, mais pas non plus époustouflante pour être tout à fait honnête. C'est un jeu relativement simple et accessible, comme l'indique de toute façon l'âge minimum pour pouvoir y accéder. Vous pouvez aussi le tester avec Tabletop Simulator, mais attention, le Tabletop Simulator, comme d'ailleurs le jeu en lui-même, n'a pas de version francophone. Pour ce qui est des stretch goals, le jeu est financé, on a aussi des petites améliorations en termes de matériel pour les cartes, un petit peu plus épaisses désormais, on a aussi une petite extension, Park Pass, qui a été débloquée aussi, donc ça, je ne sais pas ce que ça vient ajouter au jeu, mais c'est toujours bon à prendre éventuellement. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux à vous être intéressés au projet, juste par curiosité pour la communauté, combien y a-t-il de Français dans le tas? Pour l'instant, de ce que je peux voir, aucun. Et je suis toujours assez surpris de voir qu'il y a plus d'Italiens, de Néo-Zélandais, de Suédois, de Hollandais que de Français, mais peut-être que c'est une preuve supplémentaire qu'on n'est pas très calé en langue anglaise. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Outrun the Bear, 50 heures avant la fin de la campagne, 462 contributeurs. Également présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, The Stifling Dark, premier projet également pour Sophisticated Cerberus Games, qui malheureusement n'a pas encore de version francophone, même si on peut espérer que ça arrivera à terme, est arrivé sur Kickstarter en plein dans la bonne période en relation avec son thème, puisque on est clairement sur un jeu horrifique en un contre tous, avec une sorte de monstre tueur en série qui cherche à poursuivre tous les autres joueurs et à les éparpiller façon puzzle en gros. Actuellement 3000 contributeurs déjà sur le projet, ce qui est assez énorme pour un premier éditeur, 56 heures avant la fin de la campagne, donc on va dépasser les 3000 contributeurs d'ici la fin de celle-ci. 175 000 € d'engrangés, très beau résultat sur cette campagne pour Stifling Dark. On est sur une mécanique de précision là, ça met l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, qu'en est-il des stretch goals dans ce jeu? Donc je le disais en 1 contre tous, un petit peu à la façon d'un Dead by Daylight, mais en plus joli. Qu'est-ce que ça nous propose? Ça je l'avais déjà rencontré le 9 octobre, mais bon, des personnages, chacun avec des, des mécanismes un petit peu asymétriques les uns des autres, et vous aurez pour tâche de vous entraider pour débloquer certaines localisations, pour ensuite pouvoir ensemble vous échapper de ce monstre ou de ce serial killer, parce qu'il y a un petit peu les deux apparemment, présent, et qui vous course pour bien sûr vous mettre fin à votre vie en fait, simplement. Le jeu est financé, on a donc ajouté un ennemi supplémentaire avec The Insatiable Horror, donc une espèce de gros monstre qui ressemble plus ou moins à un lombric, mais à taille plus qu'humaine, et qui est assez dégueulasse. On a de nouveaux investigateurs qui pour l'instant n'ont pas été encore dévoilés, on a des items supplémentaires, on a aussi de nouveaux dés de sprint apparemment. On a également une nouvelle map qui vient s'ajouter à celle déjà présente dans le jeu d'origine, donc ça c'est plutôt très bien en termes de rejouabilité. On a aussi une petite upgrade de matériel pour l'écran du joueur solo contre tous. Pour le reste, on a aussi un nouvel adversaire encore, et ça c'est plutôt très bien, ça fait le 3e désormais, The Cult of Hunlow, donc plutôt des cultistes. Et puis encore d'autres upgrades de matériel avec ici les dés qui seront directement, sculptés, si je puis dire, avec les logos directement sur les dés plutôt que juste peints dessus apparemment. Pour le reste, c'est pas encore débloqué, ça devrait venir d'ici peu, en tout cas pour celui-ci, avec une upgrade de matériel avec des cartes plus épaisses. Pour le reste, je pense qu'on pourra aller chercher encore 1 ou 2 stretch goals derrière maximum. Quoi qu'il en soit, très beau succès pour The Stifling Dark, à vous de voir si vous êtes avide de jeux en 1 contre tous, dans un thème horrifique qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais avec un mécanisme de lampe torche assez intéressant et assez innovant qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent. Voilà pour The Stifling Dark. Dans une thématique très similaire, mais en même temps c'est la période d'Halloween, donc ils se lancent tous sur Kickstarter en même temps bien évidemment, Grindhouse avait été présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, et pour le coup on est assez loin du résultat et du succès de The Stifling Dark, puisqu'on est actuellement à 533 contributeurs. Ceci dit, avec 52 000 € d'engrangés, le projet est largement financé, il reste 60 heures en l'état actuel pour le nouveau projet de Everything Epic, qui en est quand même à son 23e projet Kickstarter. Et ici, c'est la 2e saison de Grindhouse, toujours pour 2 à 6 joueurs, toujours dans une sorte de maison hantée, dans laquelle il va vous arriver bien des soucis et des horreurs, justement. Vous allez y perdre des membres, certainement, quelques litrons de sang également, vraisemblablement, et il faudra simplement essayer de s'en sortir, hein, tout simplement. C'est relativement simple et, clair comme de l'eau de roche en termes de thématique.
Je sais pas, j'ai pas vu ce que donnait le premier épisode, est-ce qu'il a été bien noté sur BGG, j'ai pas eu la curiosité d'aller y jeter un œil, mais en tout cas la seconde saison marche pas trop mal, sans être sur un résultat vraiment excessivement important. D'ailleurs, je vais juste aller voir par curiosité maintenant que j'y pense, la saison 1, qu'est-ce que ça avait donné en termes de backers. Alors c'était ici 790 backers pour Grindhouse saison 1, et à l'heure actuelle on est à 59 heures de la fin de la campagne. On n'y sera certainement pas, je pense. On n'ira pas jusqu'à 790 contributeurs à mon avis, mais on devrait dépasser les 650-700, donc ce sera un résultat assez similaire à celui de la première campagne. Pour ce qui est des stretch goals, est-ce que c'est ici que ça se passe? Pour l'instant, tout est encore locké, tout est encore verrouillé, donc ça ne doit pas être ici. Y avait-il même des stretch goals? Là, pour le coup, celui-ci, j'ai pas checké avant de commencer l'émission. Bien mal m'en a pris. Donc on va regarder, voilà, c'est ici que ça se passe. Ok, donc le jeu est financé, nouvelle carte de persona, nouvelle carte de salle dans le manoir hanté, des dés un petit peu sanguinolents, ok, c'est sympa, c'est original, c'est dans le thème, pourquoi pas. Ensuite, nouvelle carte d'item, et pour le reste, tout est encore verrouillé, donc on aura potentiellement de nouveaux personnages jouables, également un décompte de joueurs qui pourra aller jusqu'à 8 et non plus à 6 comme c'est le cas actuellement, et ainsi de suite, mais je pense qu'on n'ira pas tellement plus loin. Ouais, c'est pas très charmant ça par contre. Quoi qu'il en soit, voilà pour Grindhouse saison 2, 533 contributeurs à 59 heures de la fin de la campagne. Oui, j'ai raté la liaison, mais c'est comme ça. Et 52 500 € d'engrangés pour le moment. Encore une fois, rendez-vous sur le menu crowdfunding du 23 octobre dernier pour en apprendre plus pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de thématique et de gameplay. Présenté dans le menu crowdfunding du 16 octobre dernier, Roll to the Top, Pollen et Big Top, les trois nouveaux jeux, comme toujours avec Board Game Tables, ils font généralement ces derniers temps des campagnes de 3 jeux en une seule campagne, et c'est peut-être bien le premier semi-bid qu'ils vont se prendre avec ces trois nouveaux jeux, parce que récemment quand même, enfin récemment, les 3-4 dernières campagnes je crois, de trio de jeux comme ça qui les avaient proposés, c'était soldé sur des résultats assez conséquents, qui devaient aussi entre 2500 et 4500, quelque chose comme ça, on peut aller vérifier rapidement. On avait ici 7800, mais bon, c'était pour des œuvres précédemment sorties et qui étaient les plus populaires de leur catalogue, donc ça s'explique comme ça aussi. 2900 ici, 4000 ici, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? 4400 ici, et donc là, clairement, on n'y est pas du tout. Avec cette nouvelle campagne, 1440 contributeurs, bon c'est largement financé bien évidemment, ça reste un succès honorable disons, un résultat honorable, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout au même niveau de résultat que ce qu'on pouvait attendre en début de campagne pour ces trois nouveaux jeux. Peut-être que les roll and write sont aussi un petit peu en surabondance ces derniers mois. On en voit beaucoup maintenant en print and play, donc peut-être que les versions physiques en roll and write en tout cas commencent à être un petit peu délaissées. Je pense surtout que c'est une question de période hyper chargée sur Kickstarter qui explique plus facilement ce manque de succès entre guillemets par rapport aux expériences précédentes de Board Game Tables. Parce qu'au-delà de ça, les autres jeux qui étaient donc Pollen, qui avait l'air relativement intéressant pour le coup, et en plus très joliment illustré, mais également Big Top, qui était illustré là encore par Domiko, qui est quand même hyper populaire, même si moi j'avoue que j'aime pas trop la direction artistique, même si pour celui-ci je trouve que ça correspond plutôt bien à l'univers, qui avait l'air d'être un jeu relativement intéressant dans son registre et dans sa catégorie, même si moi ça m'intéresse pas. C'est un résultat quand même assez décevant. Bon, pour l'instant, les jeux sont financés assez largement, bien sûr, donc la campagne ne devrait pas être annulée, ça devrait aller jusqu'au bout. Malheureusement, comme toujours avec Board Game Tables, pas de version francophone, en tout cas pas pour l'instant. Ça pourrait venir d'ici quelques mois ou années, généralement ça vient un petit peu tard chez eux, mais on peut l'espérer par la suite, mais en tout cas ce ne sera pas durant la campagne. Voilà pour Road to the Top, Pollen et Big Top, il vous restera approximativement 40 heures lorsque vous verrez cette vidéo. Autre projet présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, il s'agit ici du très joli Dreadful Meadows, qui est l'œuvre de Arcus Games, que vous avez précédemment vu pour Shelfie, je crois, Shelfie Stacker, quelque chose comme ça, voilà, c'est Shelfie Stacker qui vous proposait d'aller bien simplement remplir votre Kallax, plus ou moins, donc c'était très méta,
si je puis dire. Quoi qu'il en soit, c'était à l'époque 1700 contributeurs, et Dreadful Meadows, avec sa très très jolie DA, encore une fois très dans la période Halloween bien évidemment, devrait faire un résultat approximativement similaire à celui de Shellfish Stacker, avec actuellement 1430 contributeurs, 65 heures avant la fin de la campagne, on devrait atteindre les 1600, peut-être 1700, donc un peu comme Shellfish Stacker. Jeu très joliment illustré, avec du très beau matériel, qui plus est, avec quelques personnages asymétriques, avec de la gestion de ressources, tout ça a été relativement intéressant. J'avoue que si ça avait été une campagne qui avait eu lieu il y a 2-3 ans, à l'époque où j'étais encore en mode bacon un petit peu n'importe quoi, d'autant plus que les frais de port sont pas encore complètement pétés et que les prix aussi sont un peu plus légers, je l'aurais peut-être backé à l'époque. D'autant plus que celui-ci, même dans la période que nous traversons actuellement, n'est pas spécialement très 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 cher. Puisque même la Deluxe Edition que vous voyez ici, je crois qu'elle était à environ 50 $, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 50 $. Donc c'était pas non plus trop exagéré pour un matériel qui en plus était assez qualitatif. Donc voilà, c'est plusieurs raisons de s'intéresser, je pense, à ce projet. En plus avec une petite extension qui vient rajouter encore un peu plus de profondeur de gameplay et de rejouabilité. Donc projet assez charmant, même si a priori c'est quand même pas trop un projet pour moi visuellement parlant, thématiquement parlant, mais je trouve qu'il est assez charmant, surtout pour un petit éditeur néo-zélandais, et on en voit assez peu. Pas de stretch goals particulièrement ici apparemment, donc du coup on va pouvoir passer directement au prochain projet, Dreadful Meadows, je bafouille, Dreadful Meadows, 1430 contributeurs pour l'instant, 84 000 € d'engrangés, 65 heures avant la fin de la campagne. Je suis très très déçu puisque pour 911 Operator, le jeu de plateau adapté d'un jeu vidéo apparemment présent sur Steam, lorsque j'ai chargé la page tout à l'heure en préparation de la vidéo, on était à 911 backers, c'était quand même quasiment, ça tenait du miracle, hein. Mais non, là il a fallu que 3 connards, enfin pas du tout, 3 backers, excusez-moi, se joignent au projet, et donc 914 à l'heure actuelle, 70 heures avant la fin de la campagne. Le projet est financé avec 35 000 € d'engrangés, je me répète, j'ai dit engrangé 2 fois, 35 000 € d'engrangés sur 30 000 nécessaires, donc le jeu est financé quoi qu'il arrive, jeu pour 1 à 4 joueurs en collaboration, pour 45 à 90 minutes la partie. Oui, j'ai un rythme un peu bizarre ce soir, c'est la fatigue, hein. J'ai une grosse journée de boulot, que voulez-vous. Ensuite, rapidement, y avait-il des stretch goals dans cette campagne? Là encore, je crois que j'ai oublié de checker tout à l'heure. J'ai juste chargé la page sans aller plus loin, parce que c'est un projet qui m'intéresse pas outre mesure pour tout à fait net. Mais oui, il y a 2 stretch goals débloqués en l'état. Le premier n'étant pas un stretch goals, mais c'est un truc qu'on voit très fréquemment sur les campagnes. Le premier stretch goal, c'est le jeu qui est financé. Bon, ok, quel intérêt de le présenter comme ça? Oui, bon, après tout, pourquoi pas. Ensuite, on a aussi 9 nouvelles cartes, 9 nouveaux incidents qui pourront vous parvenir en fait durant la partie, 9 incidents que vous aurez à cœur de résoudre bien évidemment, puisque c'est votre mission, vous êtes des sauveteurs, des pompiers, des policiers, etc. Dans New York, j'imagine. Voilà pour 911 Operator, 914 contributeurs, je leur en veux beaucoup ces 3 derniers, 70 heures avant la fin de la campagne et 35 000 € d'engrangés. Pas de stretch goals pour celui-ci, du coup ça va aller assez vite. Il s'agit ici de 14 Frantic Minutes, présenté le 16 octobre dernier dans le menu crowdfunding, un petit jeu puzzle en collaboration pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, donc relativement accessible. 14 minutes la partie, comme l'indique le titre bien évidemment. Le nombre de contributeurs n'a pas chargé, du coup je vais recharger la page en direct live. Ça fait 300 contributeurs, c'est assez léger, hein, 7200 € d'engrangés, le jeu est financé ceci dit, mais c'est vrai que Joe Slack avait fait bien mieux avec sa précédente campagne qui était Relics of Rajavihara, quelque chose comme ça, qui ferait 2000 quelque chose contributeurs, c'était assez conséquent. Et là pour le coup, ça se passe beaucoup moins bien, et pourtant je trouve que le projet est assez séduisant en termes de mécanique. C'est vrai qu'en termes de matériel, ça casse pas 3 pattes à un canard avec un rhume, hein, voilà. Mais bon, ça avait l'air d'être relativement sympa en termes de gameplay, en termes de jeu de collaboration, relativement rapide qui plus est, avec beaucoup de tension induite directement par justement l'aspect timing vraiment restreint. Voilà, j'aurais bien aimé le tenter un jour, de là le baquer, non, vraisemblablement, mais il faut aussi savoir que le jeu sera disponible en version française. Alors apparemment, ce seront uniquement les règles en téléchargement qui seront présentes en français, et pas la version physique. Mais c'est quand même toujours bon à prendre, d'autant plus que vous le voyez, il n'y a pas de texte sur le matériel lui-même, donc c'est pas très dérangeant. Et pour ce qui est des stretch goals, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas, du coup on va passer directement à la suite. Donc voilà pour 14 Frantic Minutes, 3 jours avant la fin de la campagne, 298 contributeurs, 7000 € d'engrangés. Présenté lui aussi dans le menu crowdfunding du 16 octobre, et vous me l'aviez placé dans les gros projets de la semaine à ma grande surprise, et j'avoue que je n'ai toujours pas compris pourquoi. Je pense que le lobby du RPG est passé par là.
625 contributeurs pour Seventh Sea City of Five Sails, un petit jeu qui viendra certainement s'enrichir d'autres extensions à l'avenir puisqu'il s'agit d'un expandable card game. 625 contributeurs 3 jours avant la fin de la campagne et 71 000 € d'engrangés pour ce jeu basé essentiellement sur des cartes avec différentes factions qui auront chacune leur spécificité dans un univers un petit peu qui nous place dans une sorte de piraterie un peu fantaisiste qui a l'air d'être relativement bien illustré, relativement intéressant qui plus est, avec des jolies cartes, avec un système de combat qui a pas l'air dégueulasse non plus, mais qui est pas spécialement terriblement intéressant pour moi, d'autant plus que je connais pas du tout l'univers du RPG qui se trouve derrière. Sachez également, et je l'ai déjà répété à 2 reprises, que le niveau de pledge de base qui contient uniquement la version print and play en PDF coûte 25$, et donc oui, 25$ le PDF, ça fait très très cher. Mais bon, et la version physique est à 2 fois ce prix-là, je crois, mais à la limite, c'est quand même vachement plus intéressant que de faire le tout en print and play, de voir tout imprimer, sliver, etc. Quoi qu'il en soit, 625 contributeurs, 71 000, pardon, je voyais le 30%, j'ai dit 30, alors que c'est 71 000 € d'engrangés, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait des stretch goals là encore? Je ne crois pas en avoir vu, du coup ça nous permettra de passer assez rapidement. Ouais, c'est bien ça. Ah, quoique, il y en avait peut-être ici. Ouais, stretch goals, excusez-moi. Donc stretch goals, mais tout est débloqué? Non, rien n'est débloqué apparemment. Tout est encore verrouillé, puisque le premier est à 75 000$ et qu'on est actuellement à 71 000. Donc on devrait pouvoir débloquer 1 ou 2 stretch goals, mais c'est pas non plus à foison, disons. Donc 3 jours avant la fin de la campagne, ça devrait quand même atteindre 800, 850, 900 contributeurs d'ici la fin de cette dernière. Ça restera un projet relativement modeste, dont j'ai toujours un peu de mal à comprendre la position dans le sondage de la semaine à l'époque où ça avait été présenté, à savoir le menu crowdfunding du 16 octobre dernier. Alors celui-ci, pour le coup, je m'en rappelle beaucoup mieux, il s'agit de GamePay, présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, et parmi les mentions honorables de cette semaine-là, c'était quasiment un semi-coup de cœur. Je l'ai pas mis en coup de cœur parce que je pense pas que c'est un jeu que je vais backer malgré tout, mais je le trouve beaucoup plus charmant que ce que le nombre de contributeurs et le financement ne laisse présager. Actuellement, 230 contributeurs, 10 000 € d'engrangés, donc le jeu est financé, il reste une semaine tout pile pour vous faire une idée et éventuellement aller le backer, d'autant plus que le projet est disponible en français. C'est un projet espagnol qui nous vient de Invaders, qui n'a pas fait des campagnes quand même époustouflantes jusqu'à présent, et on devrait s'orienter vers un score assez similaire à leur précédente campagne d'ailleurs, qui est aussi entre 250 et 450 environ, mais ça nous place ici dans un univers, disons japonisant, mais avec des animaux anthropomorphes qui ont chacun leur clan et leur spécificité, avec également un petit mécanisme de rondelle au-delà de la gestion de main que l'on peut voir ici avec les cartes de clan, le tout très bien illustré, avec un matos plutôt sympa, avec une version deluxifiée qui bien évidemment est plus chère, mais vient apporter un matériel un peu plus conséquent, un peu plus charmant sur la table. J'avoue que je suis assez charmé par le projet, c'est encore une fois un jeu qui, si c'était arrivé il y a 2 ans, aurait certainement été backé par mes soins. Là pour le coup ce ne sera certainement pas le cas parce qu'en plus il est dans une période beaucoup trop chargée en projets intéressants, mais c'est typiquement un projet que j'aurais pu backer il y a 2 ans. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour GamePay. Quoi qu'il en soit, on a des upgrades qui sont arrivés. En tout cas, la première doit être débloquée en l'état, parce qu'on a dépassé les 10 000 €, avec une Wooden Upgrade with Silk Printing, j'arrive pas à le dire. Donc on aura en fait du Silk Print, oh là là c'est difficile aujourd'hui, c'est très très difficile. La surimpression sur les marqueurs, que l'on voit dans beaucoup de jeux désormais, surtout sur Kickstarter, mais par exemple ici, on aura du bois à la place du carton avec surimpression sur le bois. Donc un petit peu d'amélioration en termes de matériel. L'autre stretch goal est à 15 000 €, on n'y est pas encore, ça devrait pouvoir se faire, mais c'est pas non plus garanti. Pour l'instant, GamePay 10 000 €, je pense qu'on ira certainement aller chercher les 15 000, peut-être un peu plus, avec disons 450-500 backers grand maximum à mon avis, mais c'est un projet sur lequel on devrait se pencher un petit peu plus, et j'espère qu'à terme, on pourra peut-être le trouver en boutique. On continue tout de suite avec Barbarian Kingdoms, le premier projet de Jester, un projet français qui plus est. Qui dit projet français dit version francophone bien évidemment, avec des mini en métal si vous prenez l'édition deluxifiée, mais ça va coûter très très cher bien évidemment. Et du côté de chez GameFound, j'ai envie de dire que Jester a plutôt bien mené sa barque avec 350 contributeurs. C'est léger certes, mais on est sur GameFound, donc un peu moins de traction bien évidemment. Et puis premier projet francophone et français qui plus est, donc ça attire un petit peu moins parce qu'il y a généralement moins de communication sur BGG, sur les différentes communautés Facebook, Twitter, etc. anglophones.
j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien pour ce jeu de guerroiement, de contrôle de territoire, etc. etc. mais avec une accessibilité assez peu vue dans ce genre de registre. Pour 2 à 6 joueurs, 45 minutes la partie, contre le territoire, asymétrie légère, pour 15 minutes par joueur autour de la table, donc c'est relativement rapide qui plus est, et on est allé débloquer pas mal de stretch goals assez sympas en plus, que je vais vous montrer tout de suite. C'est ici que ça se passe. On a débloqué d'abord une variante à 2 joueurs, puisque jusqu'à présent, ça se jouait minimum à 3 jusqu'à 6, donc 2 joueurs c'est quand même vachement sympa parce que c'est vraiment une configuration de joueurs que beaucoup de groupes ont finalement du mal à dépasser. C'est le cas d'ailleurs ici. On est très souvent, très majoritairement, seulement Xavier et moi-même, et une fois par mois environ, on se retrouve à 3 ou 4 pour des gros jeux, mais c'est un peu moins fréquent. Également, on a débloqué ici des plateaux double épaisseur, et ça c'est un gros plus. On a aussi augmenté la qualité des cartes avec l'épaisseur qui a été revue à la hausse. Également, chacun des plateaux, des écrans pour dissimuler vos ressources a été là encore revu à la hausse en termes d'épaisseur de carton, et puis aussi ils ont tous été, ils ont tous fait l'objet d'une refonte graphique, disons, où chacune des factions sera représentée par son propre écran distingué et distinguable. Et puis ensuite on a aussi justement les plateaux de joueurs qui ont été revus aussi en termes de direction artistique. Ils étaient déjà pas vilains, mais ils sont un petit peu plus jolis, c'est vrai. Pour le reste, c'est un petit peu moins intéressant, donc je vais passer un petit peu outre. Est-ce qu'on a d'autres stretch goals à venir? Je pense que ça devrait être le cas, notamment ici, le Protective Wrap on the Game Board, donc une sorte de film de protection sur le plateau pour une meilleure longévité du jeu, j'ai l'impression. Et pour le reste, je crois que c'est à peu près tout. Après, c'est des stretch goals sociaux en rapport avec GameFound, avec Facebook et BGG. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Barbarian Kingdoms, premier projet rondement mené, même si le nombre de contributeurs n'est pas extraordinaire, mais quand même, c'est encourageant pour Barbarian Kingdoms et Jester, 350 contributeurs 7 jours avant la fin de la campagne. On devrait assez facilement atteindre les 500-600 contributeurs, à mon avis, d'ici la fin de la campagne. Autre projet présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, autre projet présenté sur GameFound, autre projet disponible en version francophone. Il s'agit ici de Escape from New York, jeu adapté du film du même nom des années 80 si je me souviens bien. Donc pour l'instant c'est avec Pendragon Game Studio, un des plus gros studios italiens de jeux de société, à 1850 contributeurs, 214 000 euros d'engrangés en l'état. Le jeu est largement financé, même si le nombre de backers n'est pas si époustouflant que ça, mais en même temps la licence est un petit peu vieillotte, il faut le reconnaître aussi. Malgré le nombre de langues déjà débloquées, c'est vrai, un petit peu décevant peut-être. Mais encore une fois, je le répète, le film derrière, l'œuvre originale, est un petit peu ancien, c'est bien de le remettre au goût du jour, mais du coup ça attire peut-être un petit peu moins les nouvelles générations, même si c'est pas forcément celle qui back le plus sur GameFound et Kickstarter, ou même qui joue le plus aux jeux de société. Quoi qu'il en soit, 1 à 4 joueurs, 60 minutes de la partie, 14 ans et plus, c'est en coopération, c'est de l'exploration avec des pouvoirs asymétriques, mais on a aussi un mode plus compétitif, c'est pour des parties de 40 à 90 minutes. Y avait-il des stretch goals? Oui, bien évidemment, avec notamment des figurines dans tous les sens, vous l'avez déjà vu, on a de nouvelles cartes qui sont venues s'ajouter, on a de nouveaux prisonniers également avec des poses alternatives, on a également des petites miniatures, notamment avec ici un baril en feu, pourquoi pas, également des bagnoles dans tous les sens, bref, pas mal d'ajouts en termes de matériel. Est-ce que ça vient ajouter aussi un petit peu de profondeur de gameplay? Oui, puisque on a aussi quelques cartes de horreur qui viennent s'ajouter aussi à celles déjà présentes. On a aussi de nouvelles cartes de pièges par exemple. Donc bref, on a quand même quelques petits ajouts en termes de gameplay, mais c'est majoritairement de l'upgrade visuel et matériel. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Escape from New York, le nouveau projet de Pendragon Game Studio, disponible en version francophone qui plus est. 1850 backers pour l'instant, on devrait franchir les 2000 assez aisément, ça devrait faire un résultat pas dégueulasse, mais je pensais que ça irait chercher un petit peu plus que ça malgré tout. Présenté le 9 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Circus of Modriac, un nouveau projet en provenance de Key Enigma qui s'est un petit peu fait une spécialité de ces jeux d'escape game ou d'énigmes en tout genre. On avait vu récemment Kalinasu qui avait fait un beau résultat, on a vu aussi Calling Card par exemple, ou même Key Enigma 1300, c'est plus ou moins toujours le même nombre de contributeurs, 1375, 1140, 1272, et ici avec Circus of Modriac qui nous place en plus
dans un univers de Lovecraft, il y avait tout pour aller chercher un nombre de backers un peu plus conséquent, et pour l'instant ça prend un petit peu moins. 808 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne, donc ça devrait quand même aller chercher les 1000 sans trop de problèmes, mais ça restera dans la moyenne un petit peu basse de cet éditeur à mon avis, alors que pourtant c'est un projet qui a l'air relativement intéressant, et qui en plus est disponible en français. Après, reste à voir si vous êtes amateur de jeux de ce type-là, d'énigmes, d'escape game. Je sais pas jusqu'à quel point un pont peut être fait entre les joueurs de jeux de société et ceux plutôt amateurs de ce genre de jeu d'escape game, de puzzle. Ça se retranscrit pas mal avec les unlock, etc. notamment. Mais je sais pas jusqu'à quel point les joueurs de jeux de société, de jeux plateau, véritablement, apprécient aussi ce genre de puzzle game. Donc j'attends vos retours dans les commentaires également à ce propos. Voilà pour Circus of Modriac, 808 contributeurs, 60 000 euros d'engrangés approximativement à 8 jours de la fin de la campagne. Donc 7 lorsque vous verrez cette vidéo. Alors là, vous l'avez compris déjà avec le projet précédent, mais on est entré dans la catégorie des jeux pour lesquels il reste plus de 7 jours pour l'instant, au moment où moi je vous parle. Ce qui veut dire qu'on les aura encore vraisemblablement une dernière fois dans le suivi menu crowdfunding de la semaine prochaine, donc j'arrête de traiter les stretch goals comme chaque semaine. Dès qu'on dépasse les 7 jours avant la fin de la campagne, je ne parle plus de stretch goals parce que j'en parlerai la semaine prochaine. On continue du coup avec In the Heart of Darkness, projet qui encore une fois est disponible en version francophone. C'est la fête à Molière, aujourd'hui il y a beaucoup de jeux présents en version francophone. Un jeu en collaboration pour 1 à 4 joueurs si je me souviens bien, c'est ça, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties très courtes. C'est assez rare dans ce genre de jeu et de thématique. 15 à 40 minutes la partie, très courte, avec bien sûr, on va débarquer sur une île peuplée de choses pas forcément très amicales, comme vous pouvez l'imaginer avec ces petits monstres ici, qui font penser un petit peu à Stranger Things d'ailleurs. Et on va essayer simplement de s'en réchapper en essayant de les empêcher également de rejoindre le centre de l'île où s'accumule le pouvoir néfaste et maléfique. Voilà pour In the Heart of Darkness, on en reparlera de toute façon la semaine prochaine, mais en l'état, 1029 contributeurs pour The Moon Grail, l'éditeur The Moon Grail, dont je crois c'est le projet le plus couronné de succès en l'état. En tout cas, ça devrait l'être d'ici la fin de la campagne, si ce n'est pas déjà le cas. On avait eu ici 500, 900... 1400 pour Dungeons of Dragmar, certes, mais ça devrait potentiellement le dépasser à mon avis d'ici la fin de la campagne. On verra bien pour In the Heart of Darkness. Présenté en tant que extra lors du menu crowdfunding du 16 octobre dernier, en extra parce que ce n'est pas un jeu de société mais un jeu de cartes, ou même plutôt 3 jeux de cartes en réalité, puisque 3 jeux de cartes seront disponibles pour vous avec une thématique japonisante, et c'est une deck de cartes tout à fait normale de 52 cartes, sauf que ils composent également un puzzle, ils sont pleins de petits mystères d'énigmes à aller révéler au fur et à mesure de vos parties de poker, de blackjack ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Mais pour le reste, c'est juste un jeu de cartes assez deluxe et assez charmant qui pour l'instant marche plutôt pas mal, puisque vous le voyez, pour 3 decks de cartes relativement classiques, même si elles ont un aspect assez atypique, 864 contributeurs, c'est quand même très bien à 8 jours de la fin de la campagne, et 105 000 euros d'engrangés pour des decks de cartes de base, c'est quand même assez impressionnant. Donc joli succès de la part de Portfolio 52, le projet est mentionné ici à Chicago, mais en fait l'auteur de ces decks de cartes habite à Tokyo. On a pu avoir des contacts avec lui, c'était pas un projet pour lequel on voulait véritablement un prototype, parce que c'est pas vraiment notre type de projet qu'on couvre habituellement, mais quand même félicitations à lui, c'est un très beau résultat pour Nazo Playing Cards. Présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, Age of Champagne, aussi intitulé AOC, joli petit jeu de mots, est actuellement à 340 contributeurs approximativement, près de 17 000 euros d'engrangés. Le projet est donc financé, mais c'est vrai que depuis la fin de la première semaine de campagne, ça stagne un petit peu. En tout cas, ça évolue assez peu. Il reste 8 jours en l'état avant la fin de la campagne pour ce projet français et donc disponible en version francophone pour 1 à 4 joueurs. Un jeu hautement thématique, très sympatoche en termes de propositions de gameplay, en tout cas de ce que je peux en voir. Je ne l'ai pas testé malheureusement, mais j'aimerais bien le faire à terme, c'est vrai, c'est un thème assez charmant. Le gameplay est plutôt sympa, et le matériel, bien que très sobre, est assez classe, assez classieux, et j'aimerais bien mettre la main dessus un jour, ou à minima au moins le tester. Ça a l'air d'être quand même très sympa.
Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous l'avez backé. Ceci dit, j'avoue que l'objectif de financement, pas de financement, mais de livraison pour Noël de cette année, alors qu'on est déjà le 1er novembre au moment où j'enregistre cette vidéo, ça me semble particulièrement ambitieux ou inconscient ou un petit peu des deux. Mais voilà pour Age of Champagne, joli petit projet malgré tout, on les encourage parce que bon, cocorico malgré tout, et j'espère que le projet ira chercher ses 500-600 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding il y a 3 jours à peine, à savoir donc le 29 si je ne me trompe pas dans les dates, le 30 octobre dernier, Cthulhu Death Medai saison 3, intitulée ici Fear of the Unknown. Bien sûr c'est l'œuvre de Simon, comme toujours avec Cthulhu Death Medai bien évidemment. 13 300 contributeurs pour l'instant, 1 723 000 euros d'engrangés. On pourrait presque dire qu'ils en ont mis partout, qu'ils ont un petit peu plié Kickstarter en deux, mais c'est pas exactement le cas, hein. On reste quand même sur des semi-déceptions avec Simon ces derniers temps, et c'est encore un petit peu le cas avec Cthulhu, même si c'est une licence, une IP comme disent les anglophones, qui marche toujours très très bien. C'est quand même assez chéro, mais bon, c'est Simon, c'est Cthulhu Death Medai, il y a du kilo plastique. Donc évidemment ce sera cher, vous vous en doutez, c'est le cas de toute façon pour ce qui est des prix, du gameplay, de ce que ça apporte de nouveau. Je vous renvoie bien évidemment, il faut que j'arrête de mâcher mes mots, vers le menu crowdfunding du 30 octobre dernier pour en avoir le connaître, mais attention, ça coûte cher, et en plus de ça, depuis le menu crowdfunding, ils ont rajouté de nouveaux add-ons, et bref, ça fait monter un petit peu la sauce, bien évidemment, comme vous le voyez ici, ça peut monter très très vite, très très haut. Voilà pour Cthulhu Death Medai saison 3, Fear of the Unknown, qui doit être super sympa très certainement, mais je sais que Xavier qui a le jeu ainsi que la Unspeakable Box de la saison 2 également, si je me souviens bien, ne compte pas le backer parce que tout simplement, et il a raison, on n'y a joué pour l'instant que à 3 reprises, 2-3 reprises, à chaque fois c'était vraiment très très sympa pour être honnête, et j'aurais beaucoup de plaisir à le ressortir quand il veut, mais c'est pas un jeu qu'on sort si souvent que ça au final. Mais bon, voilà pour Cthulhu Death Medai, de toute façon pas de version francophone pour cette campagne encore une fois, et c'est bien dommage. 13 300 contributeurs, 8 jours avant la campagne, 1 725 000 euros d'engrangés approximativement, et on en reparle de toute façon la semaine prochaine. Encore un projet présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, il s'agit de Pampero, un petit jeu qui vous propose d'incarner les autres autorités uruguayennes qui cherchent à faire leur transition écologique parce que c'est un pays qui a assez peu de ressources naturelles, donc ils vont chercher à développer tout un tas d'énergies plus naturelles et renouvelables, disons, et aussi en cherchant à engranger des profits pour mieux réinvestir cet argent également. Donc c'est un jeu qui est aussi conçu, sachez-le, par l'un des, comment dirais-je, j'allais dire assistants, mais disons plutôt disciples, c'est un peu plus mélioratif comme terme, de Lacerda. Et ça se retranscrit pas mal d'ailleurs dans la présence sur table du jeu, hein, même dans les plateaux individuels. On est sur un jeu assez lourd, mais relativement court malgré tout, puisque si je me souviens bien, c'est un jeu qui se déroule sur environ 1h30 environ, hein, si je me souviens bien. Donc un jeu pas très très long, et qui a l'air d'être vraiment sympatoche. Si on aime les Lacerda, ça a l'air d'être relativement similaire, même si c'est, j'imagine, suffisamment différent. En tout cas, je serais curieux de voir vos retours sur le jeu. J'aimerais bien le tester à terme. Le baquet, c'est pas une thématique qui m'intéresse outre mesure, donc a priori non, mais la campagne marche plutôt très bien, comme vous le voyez, hein, 1400 contributeurs 9 jours avant la fin de la campagne, 145 000 euros d'engrangés pour Ape Gamer, qui fait généralement pas des campagnes aussi couronnées que succès que ne pourra l'être Pampero d'ici la fin de cette campagne. Je pense qu'on ira chercher les 1800-1900 contributeurs d'ici la fin de cette dernière. Voilà pour Pampero, on en reparle une prochaine fois, la semaine prochaine en fait, tout simplement. Semi-déception, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas à chier contre un radiateur. Hein. Semi-déception pour Race to the Raft, qui nous place dans l'univers de Isle of Cat, donc de l'île des chats. Donc énorme succès, que ce soit sur Kickstarter ou en boutique, puisque sur Kickstarter, il avait fait, lors de sa première campagne, 8000 contributeurs, puis lors d'une réimpression plus extension, 12 000 contributeurs. Et en boutique, c'est aussi un grand succès, en version francophone qui plus est, mais là pour le coup, Race to the Raft, qui se place dans un univers, enfin dans le même univers, mais avec une direction artistique particulière, disons, a pas attiré autant de monde que ça. Enfin, ça reste un très beau résultat, soyons honnêtes, hein, 3500 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, on ira chercher les 5000, je pense, d'ici la fin de la campagne.
mais comparativement au résultat de l'île des chats à 2 reprises, ce sera quand même bien en deçà. Mais bon, 284 000 euros d'engrangés, 3500 backers, on va pas non plus cracher sur le succès du projet malgré tout, bien évidemment, pour ce jeu de 1 à 4 joueurs, 40 à 60 minutes. Vous allez chercher encore une fois à sauver un maximum de chats, mais cette fois-ci d'une incendie qui a progressé au fur et à mesure sur la map à base de cartes qui se retournent en fait, tout simplement. Mais je trouve ça assez vilain pour le coup, alors que l'île des chats était plutôt jolie. Voilà pour Race to the Raft, on en reparle la semaine prochaine. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 30 octobre, Cora Quest nous revenait donc avec une extension intitulée Keep on Questing. C'est un petit, disons, dungeon crawler slash lane crawler orienté très très familial, 6 ans et plus, conçu par Dan et Cora Hughes, donc le père et sa fille. Ils avaient fait l'objet d'une première campagne il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a été couronnée de succès. La deuxième, pour l'instant, se déroule plutôt bien. 1840 contributeurs, 62 000 euros engrangés, 9 jours avant la fin de la campagne. Et juste par curiosité, pour vérifier, la première campagne pour Cora Quest avait fait quand même 5380 contributeurs. Alors bon, après, c'est vrai qu'il y a une direction artistique assez particulière, hein, c'est très enfantin jusque dans la direction artistique, ça fait très dessin d'enfant, et je pense que c'est voulu, mais c'est un jeu qui, dans une catégorie familiale, est extrêmement bien noté sur BGG malgré tout. Et pourtant, je pense qu'on n'ira certainement pas chercher un résultat du même ordre, du même succès que n'avait pu le faire le jeu de base. C'est dommage, mais je ne saurais pas me l'expliquer. Peut-être que le prix, les frais de port, etc., j'ai pas fouillé plus que ça, mais c'est un poil décevant comparativement. Donc voilà pour Cora Quest, Keep on Questing. Pas de version francophone, ceci dit. Présenté dans le menu crowdfunding du 16 octobre dernier, oui c'est bien ça, Mosaic revient avec une nouvelle extension après un énorme succès de la première campagne l'année dernière. Il s'agit ici de l'extension Wars and Disasters, qui vous permet aussi de mettre la main sur le jeu de base. Bien évidemment, si vous aviez manqué la première campagne de ce jeu de civilisation relativement court, hein, je le rappelle, c'est un jeu de civilisation qui s'accompagne d'une grosse boîte, d'un très beau matos, mais pour des parties d'environ 120 minutes, donc c'est assez rare pour des jeux de civilisation, et il a des retours plutôt très unanimes, et unanimement dithyrambiques qui plus est. Donc Mosaic, c'est un jeu qui mérite à mon avis un certain degré d'attention, qui pour l'instant a attiré 4555 contributeurs sur cette nouvelle campagne, 483 000 euros d'engrangés, 9 jours avant la fin de la campagne. Juste par curiosité, allons voir ce qu'avait fait la première campagne pour le jeu à l'époque, 7400 à l'époque. On devrait aller chercher un résultat un petit peu inférieur à mon avis, mais pas si éloigné pour Mosaic. De toute façon, on checkera ça ensemble la semaine prochaine. Très joli projet en tout cas, j'aimerais beaucoup le tester à terme, mettre la main dessus, peut-être pas quand même. D'abord il faudrait le tester pour voir si ça mérite vraiment le coup, si ça vaut le coup, pardon. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vachement intéressant. Moi qui en plus n'ai pas encore de jeu de civilisation, ça ferait partie de ceux qui pourraient m'intéresser, d'autant plus qu'il est relativement court. Mais c'est pas pour moi, en tout cas pas pour l'instant. On verra un jour peut-être si j'essaye et qui me plaît particulièrement. Voilà pour Mosaic, on en reparle la semaine prochaine. Autre jeu présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 30 octobre, Tanto Cuore, qui nous revient, hein, ce jeu de deck building, déjà qui en est à sa 5e, 6e itération si je me souviens bien, qui vient s'enrichir au fur et à mesure. C'est un jeu de deck building avec des soubrettes et des majordomes, un petit peu, voilà, manga japonais, un petit peu, comment dirais-je, des petites soubrettes innocentes, un petit peu sexualisées, mais bon, voilà, c'est japonais, vous pouvez pas comprendre. Enfin si, vous pouvez comprendre, mais c'est plus facile à comprendre quand on y vit, hein, vous comprendrez bien évidemment. C'est le nouveau projet de Japanime Games qui s'est donné comme spécialité de importer sur le sol américain et anglophone de manière générale des jeux d'origine japonaise, hein, ça ne pouvait être que japonais à l'origine de toute façon. Et Tanto Cuore, pour l'instant ça marche pas si mal pour cette nouvelle campagne qui renouvelle en plus de ça la licence, avec ici la campagne Memento Mori, qui renouvelle pas mal l'expérience certes, mais qui m'intéresse toujours aussi peu malgré tout. Mais ceci dit, 1000 contributeurs, c'est loin d'être ridicule, 105 000 euros d'engrangés, 9 jours avant la fin de la campagne. Et juste par curiosité, combien d'entre vous ont backé quand même 11 Français quand même, hein, malgré tout. Donc 11 Français pour Tanto Cuore, on en reparlera de toute façon la semaine prochaine, d'ici là il aura passé la barre des 1000 contributeurs. On revient brièvement vers le menu crowdfunding du 9 octobre dernier pour parler de Kitsunedo qui va entrer aussi dans sa dernière ligne droite la semaine prochaine, il reste 9 jours avant la fin de la campagne, 430 contributeurs, 21 749 euros d'engrangés, c'est plutôt pas si mal pour ce premier projet, si je me souviens bien, oui c'est ça, de la team Ukiyo qui nous vient d'Australie.
non japonisant pour un thème japonisant avec un style d'illustration japonisant. Voilà des fans de Japon et de Ghibli, même si les mécanismes n'ont rien à voir avec Ghibli bien sûr, il n'y a pas de licence ni quoi que ce soit, mais c'est relativement bien présenté, c'est assez charmant en termes de direction artistique. Pour le reste, je vous renvoie, pour tout ce qui concerne le gameplay, vers le menu crowdfunding du 9 octobre, d'autant qu'en plus, entre-temps, comme je ne suis pas très intéressé par ce projet-là, j'ai un petit peu oublié ce que j'en ai dit la dernière fois. Quoi qu'il en soit, jeu assez court pour 2 à 5 joueurs, pour 15 à 35 minutes, jeu très stratégique, avec un petit peu d'asymétrie selon les factions. Ça n'a pas l'air inintéressant, mais c'est pas un truc qui m'intéresse outre mesure. Mais bon, je serais curieux de voir vos retours. Alors, mon petit trait d'esprit sur Cantona obèse a fait rire quelques personnes lors de la présentation de Builders of Blankenburg dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, mais ça ne l'a pas tellement aidé à chercher un nombre de contributeurs conséquent. Ceci dit, vous le voyez, avec 4053 € d'engrangés, le projet est actuellement en état financé. Est-ce que ça tiendra jusqu'à la fin de la campagne? Mais ce sera certainement déficitaire le cas échéant, parce que je vois pas comment on peut rentrer dans ses frais avec 64 backers pour un jeu de plateau de ce genre-là. Bon, on verra, si ça continue, ça va vraiment jusqu'au bout, hein. Eric, prière sur toi bien évidemment, mais pour l'instant, pour ce jeu de 2 à 6 joueurs, 90 minutes la partie, bon, faut quand même avouer qu'aussi c'est assez moche, soyons honnêtes. On est dans la plus pure tradition allemande, Peter Schultz, ça fait très allemand aussi, même si apparemment ici c'est plutôt aux États-Unis que se trouve le projet, Los Angeles qui plus est, mais ça fait quand même très 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 allemand. Je pense que Peter Schultz doit avoir à minima des origines allemandes, ou peut-être qu'il l'est lui-même, je sais pas, mais il a pas beaucoup investi sur la direction artistique. Voilà pour Builders of Blankenburg, on en reparle de toute façon la semaine prochaine, mais quand même sachez que c'est la seconde édition de ce jeu qui existe donc déjà. Donc il a quand même eu un succès suffisamment conséquent pour faire l'objet d'une deuxième édition qui attire 64 contributeurs. Je sais pas si ça en dit beaucoup ou pas assez, mais moi ça m'attire pas en tout cas. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, 20 Strong, le nouveau projet de Cheap Theory Games, leur premier projet pas cher. Enfin pas cher, 3 jeux essentiellement basés sur des cartes et 20 dés à 65$ les 3 variantes d'un même type de jeu, d'un même cœur de mécanisme. C'est pas donné non plus, mais on est quand même sur des standards de qualité de matériel de Cheap Theory Games, avec certainement aussi ce gage de qualité en termes de gameplay que peut permettre d'avoir Cheap Theory Games. C'est quand même un éditeur qui fait des bons jeux en règle générale. Donc ça devrait être le cas pour 20 Strong, avec les 3 premiers épisodes de ce qui s'apparente à une série sur le long cours. On va certainement avoir du Cloudspire 20 Strong, on va certainement avoir du Burn Cycle 20 Strong, bref, ils vont nous faire plusieurs de leurs licences en 20 Strong, plus de nouvelles licences par-dessus, j'imagine. La première, c'est Solar Sentinels, qui pour le coup est une nouvelle licence. C'est, je le répète aussi comme je l'ai dit récemment, un jeu pour une personne, hein, en solo, 30 à 40 minutes, 14 ans et plus, avec du matos assez époustouflant pour la catégorie en question, avec des cartes avec un aspect foil, donc en surbrillance que vous allez voir ici, voilà, c'est quand même hyper classe, plus les dés qui sont aussi un petit peu marbrés, qui sont du plus bel effet, des cartes en PVC qui plus est. C'est vachement tentant, ça rentre en plus pile dans la catégorie que moi j'aime dans le solo. J'aime les jeux solo qui font 1h30, 2h certes, mais vu le temps que j'ai entre les boulots en réalité, plus le bébé, plus la chaîne, en réalité j'ai quand même plus de chances de sortir des jeux solo qui durent 40, 45 minutes, 1 heure maximum, et ça rentre pile poil dans ce créneau là, donc c'est vrai que ça m'intéresse quand même pas mal. J'avoue que je suis pas très très fan de la DA pour l'épisode sur cette nouvelle licence, donc Solar Sentinels. Par contre, il y a aussi dans le tas bien évidemment Too Many Bones et Oklomachus Victorum également, et cela m'intéresse beaucoup plus en revanche. Par contre, si on veut ces deux-là, il faut absolument prendre Solar Sentinels, et ça c'est un petit peu dommage de ne pas proposer les jeux à l'unité. Mais bon, je comprends qu'ils veuillent aussi encourager l'acquisition de cette nouvelle licence pour essayer de lui conférer une certaine légitimité sur le long cours et la présenter aux joueurs sous son meilleur jour. Voilà pour 20 Strong, on en reparle de toute façon la semaine prochaine, mais en l'état, à 9 jours de la fin de la campagne, 5000 backers se sont massés sur le projet. C'est pas impossible que ce soit même le plus beau succès de crowdfunding, de financement participatif de Cheap Theory Games à ce jour, et le format n'y est certainement pas pour rien.
323 000 $ d'engrangés pour un jeu de ce type-là, c'est quand même un beau succès, un très très beau succès même. On en reparle la semaine prochaine, d'ici là, est-ce que je l'aurais backé? Oui, non, je ne sais pas. En tout cas, je crois que Xavier, oui, c'est le cas. À vérifier, mais je crois que c'est le cas. Présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, Delta, en version francophone qui plus est le nouveau projet de Game Brewer qui ces derniers temps marche sur des œufs. C'est un petit peu compliqué pour Game Brewer ces derniers mois, ces dernières années même quasiment, ces dernières années, j'ai encore oublié une liaison, et ça se confirme encore avec Delta, 557 backers, ça décolle pas tellement. En même temps, les deltas c'est plutôt fluvial que aérien, donc ça décolle pas, c'est normal, mais quand même, on est sur une très très belle direction artistique, avec un aspect aussi un petit peu, comment dirais-je, steampunk, qui n'est pas pour me déplaire. Le gameplay a l'air sympa, je trouve que le jeu a l'air charmant, mais Game Brewer, c'est vrai que, comment dirais-je, bon gré mal gré, de manière plus ou moins justifiable et justifiée, j'ai un petit peu de mal à me hyper pour des projets de Game Brewer. À me moubourrer pour une version francophone, disons. Delta, on en reparle la semaine prochaine de toute façon, mais en l'état, pour ce jeu de 2 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes la partie, 12 ans et plus, le succès est quand même mitigé. 557 contributeurs, 46 000 € d'engrangés, c'est financé. À 10 jours de la fin de la campagne, on en reparle de toute façon la semaine prochaine pour voir un petit peu les stretch goals et ce qui est proposé du coup de nouveau via ces derniers. Présenté le 16 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Life of the Amazonia, lui aussi déçoit un petit peu. Comparativement à son prédécesseur, à savoir Wild Serengeti, qui avait fait un super résultat, qui avait été produit dans 10 ou 12 langues, je crois. Donc c'était un très très beau succès. À l'époque, on avait fait plus de 5000, je crois. 5000 tours quasiment. 5000 contributeurs pour Wild Serengeti. Shaolia, qui était apparemment excellent aussi, d'après les retours que j'ai pu en voir, avait fait un résultat assez sympa. Et pour l'instant, Life of the Amazonia, bon, ça balbutie un petit peu, ça devrait aller chercher les 2000, un peu plus certainement, mais c'est vrai que c'est quand même 2 fois moins, même un peu plus que 2 fois moins que Wild Serengeti, avec pourtant certaines similarités, ne serait-ce qu'en termes de thématique et de puzzle un petit peu spatial. Ça a l'air d'être assez sympa, je serais curieux de le tester. C'est vrai que j'ai été un petit peu déçu par Wild Serengeti, c'est pas un jeu désagréable pour le moins du monde, hein, vraiment, mais j'en attendais un petit peu plus, et en fait je pense que c'est un jeu qui va un peu mal vieillir, chez moi en tout cas. Donc on verra bien, je pense qu'à terme c'est peut-être un jeu qui quittera ma collection, et du coup ça m'encourage pas à backer Life of the Amazonia, même si c'est un jeu qui est assez différent en termes de gameplay. De toute façon, on en reparle la semaine prochaine. Pour l'instant, 10 jours avant la fin de la campagne, c'est à 1430 contributeurs et 111 000 € d'engrangés. Celui-ci, pour le coup, je ne l'ai jamais présenté puisque lors de sa semaine de lancement, je l'avais raté tout simplement. Mais c'est à souligner puisqu'on est ici sur un jeu de domino hyper deluxifié qui s'appelle Cubed. C'est du domino, mais du domino avec des pièces de plastique, si je ne me trompe pas, en relief qui plus est, et avec un aspect design vraiment indéniable. C'est très 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 bien produit. J'avoue que c'est charmant, je m'intéresserais presque à un jeu de domino. Bon, j'irai pas jusqu'à m'y intéresser véritablement, mais franchement, c'est tellement bien produit et tellement bien présenté aussi que ça donnerait presque envie. Quoi qu'il en soit pour Cubed, combien ça coûte tout ça? Regardons rapidement le Early Bird, il en reste encore beaucoup, mine de rien, et ça coûte 75 $ canadiens, donc environ 56 €. Donc c'est pas si cher que ça en réalité, même s'il y a des pledges un peu plus conséquents, si on va chercher par exemple ici, mais là c'est plutôt pour en prendre 3 d'un coup, pour faire une sorte de mini pledge groupé. Mais le jeu de base en lui-même est pas si cher que ça, à 56 €. Après, il faut aller voir aussi les frais de port, mais bon, ce n'est que le suivi du menu crowdfunding, donc je passe mon chemin. C'est pas un jeu qui m'intéresse, mais c'est vrai que c'est tellement bien présenté que ça pourrait en intéresser certains qui, à l'origine, sont pas spécialement orientés vers ce type de projet. 3500 contributeurs environ à 10 jours de la fin de la campagne et 230 000 € d'engrangés. Bravo à eux, bravo à Friendly Rabbit Inc. Je connaissais pas, on va quand même juste par curiosité aller voir ce qu'ils avaient fait précédemment. C'était des jeux de société pour le coup, véritablement, dont je n'avais jamais entendu parler. Par contre, celui-ci avait fait un énorme... Ah, c'était quoi? Bears vs Babies? Ah, c'était par les créateurs de Exploding Kittens, d'accord, et ça avait fait 85 000 backers. Incroyable. Joking Hazard, c'était eux, d'accord, ok, bon, alors du coup je connais, effectivement, mais j'avais juste pas noté, j'avais pas cliqué sur s'abonner à cet éditeur. Voilà pour Cubed Next Level Dominoes, 3465 contributeurs, 230 000 € d'engrangés.
Encore un jeu qui était passé sous mon radar et qui du coup n'a pas été présenté dans le menu crowdfunding jusqu'à présent. Il s'agit de Black Mold avec cette jolie police très métal que vous voyez ici. Black Mold, c'est un jeu assez atypique. Déjà c'est tout en noir et blanc, donc ça déjà c'est atypique. Et au-delà de ça, c'est un jeu qui se base sur un mécanisme assez pété. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme, c'est à vous de voir. Ça pourra en séduire certains de par sa seule originalité. Mais j'avoue que moi je suis assez perplexe vis-à-vis de ce jeu, puisque le principe, le mécanisme central vraiment au cœur du jeu, c'est de ne pas respirer. Voilà, donc oui, vous aurez compris, des gens vont mourir en jouant à Black Mold. J'ai raté mon gérondif. En jouant à Black Mold, il y a des gens qui vont mourir certainement, qui vont clamser. Et ce serait quand même bien dommage. Mais oui, en fait, simplement, votre tour de jeu dans ce dungeon crawler dans le noir pour, c'était quoi, 2 à 5 joueurs, je crois ça. Oui, 2 à 5 joueurs, 20 à 30 minutes par joueur, donc c'est parti relativement long malgré tout. Le cœur du jeu, c'est vraiment de faire un tour de jeu qui correspond à votre capacité pulmonaire à ne pas respirer. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que vous ne respirez pas, vous pouvez continuer votre tour de jeu. Sauf que bien évidemment vous allez être comment dirais-je, le contraire de hyperventilation, en sous-ventilation disons, en arythmie respiratoire. Je pense que le terme n'existe pas, mais je fais des néologismes médicaux parce que voilà. Je pense qu'il y a des gens qui vont finir à minima à l'hosto à terme. Je sais pas, on verra. Le principe de jeu, disons que l'idée de base est intéressante, mais j'ai peur que dans le... comment dirais-je, dans les faits, j'ai peur qu'il y ait des gens qui quand même ils passent des mauvais moments a posteriori. Mais en même temps, le jeu a certainement été testé, ça c'est clair et net, et même si vous jouez avec des gens avec une grande capacité pulmonaire, au bout d'un moment, il y a quand même un avantage pour celui qui retient le mieux sa respiration. Donc un champion d'apnée va forcément mieux s'en sortir, mieux se démerder dans ce jeu-là que le tout venant. Et ça c'est aussi un petit peu bizarre du coup. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour Black Mold, jeu très atypique à bien des niveaux, qui me séduit pas du tout de mon côté, mais au moins il est très intriguant et très original. Vous me direz ce que vous en pensez pour Black Mold, 257 convaincus pour l'instant, 18 000 € d'engrangés, c'est pas encore financé, on en reparle la semaine prochaine. Ah, c'était la... Oh bah non, oh, c'est dommage. On était à 666 quand j'ai commencé mon... Ah, et puis non, finalement, on est à 669, quelle déception. C'était la deuxième fois que je faisais un passage du menu crowdfunding ou du suivi avec 666, et là du coup c'est raté. Bon, après tout, je n'ai aucun intérêt particulier pour le chiffre de la bête, mais c'était pour la petite image, c'était assez fun malgré tout. Tesseract, projet présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding, dans le 30 octobre, c'est ça, dernier, jeu auquel j'avais, comment dirais-je, réservé 10 minutes, je crois, de mon temps pour une mention honorable, ce qui est assez peu fréquent. J'avais utilisé pas mal de temps pour vous en parler, parce que c'est un projet qui est vachement intéressant au demeurant, dont les mécanismes sont certes déjà vus, mais avec ce gros cube de dés, que là par contre je n'avais jamais vu au préalable et c'est assez intéressant. Donc c'est une sorte d'artefact alien qu'on va chercher à décharger, comment dirais-je, j'arrive pas à retrouver le mot, à désamorcer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, avant qu'il n'implose et réduise la Terre à néant. Et donc il va falloir expurger certains dés de ce gros cube central en les plaçant à terme ultimement sur cette frise que vous voyez, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 4 couleurs, donc 24 dés à les placer ici pour finalement réussir à résoudre le tout, avec en plus de ça des personnages avec des compétences asymétriques mais en collaboration, avec en plus de ça une direction artistique assez particulière comme vous pouvez le voir. Je trouve que le projet est assez charmant, pour l'instant ça marche pas trop mal, sans être époustouflant non plus. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura certainement atteint plus ou moins 1000 contributeurs, mais ça restera relativement confidentiel, alors que c'est un jeu qui, je pense, mérite quand même pas mal d'attention. Voilà pour Tesseract. Celui-ci aussi, on en a parlé il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 30 octobre. Il s'agit de Destiny's Witchwood, la première extension plus réimpression de Destiny's, la création originale de Lucky Duck Games,
qui édite beaucoup de jeux, qui localise beaucoup de jeux, mais qui en pond un petit peu moins. Et pour le coup, Destiny, c'est un de ses plus grands succès à ce jour. Et ça ne se dément pas cette fois-ci, les 4000 contributeurs pour Witchwood, cette nouvelle extension, disponible bien évidemment en version francophone, comme toujours avec Lucky Duck Games, et 400 000 € d'engrangés, c'est quand même un beau résultat, même si je pense que le pledge, enfin pas le pledge, mais la campagne originelle pour Destiny avait certainement fait un petit peu plus, si je ne me trompe. Mais à l'époque ça devait être sur Kickstarter, du coup j'aurais pas les chiffres ici, non je les aurais pas, c'est dommage, mais bon je pense que ça fera peut-être un petit peu moins que le Destiny's d'origine, à vérifier. Vous me direz ce que vous en pensez et on en reparle la semaine prochaine. Encore un jeu présenté il y a 3 jours à peine, oui on est sur une semaine avec beaucoup de projets en campagne courte, puisque ici encore AGNC aborde sa dernière ligne droite, 10 jours avant la fin de la campagne, du côté de chez BackerKit, et donc je l'ai présenté le 30 octobre dernier dans le menu crowdfunding. Un jeu assez intéressant, avec une direction artistique assez charmante, je trouve plutôt sympa, même si vous allez voir, les cartes que vous allez véritablement jouer, elles, sont beaucoup plus sobres, disons, mais dans la lignée de ce qu'on avait vu précédemment par le même auteur dans Innovation, jeu très très sympa, dont celui-ci là, donc Agency, reprend pas mal de choses, mais ça va être relativement intéressant. Après, faut être amateur de ce type de jeu, où l'on va, comment dirais-je, faire des frises de cartes, vers la droite, puis vers la gauche, puis vers le haut, puis vers le bas, en fonction de l'évolution de la partie. C'est assez intéressant selon moi, en plus ça a l'air d'apporter des petits trucs, des petites modifications, des petites améliorations par rapport à Innovation, donc ça doit être certainement très intéressant, et en plus c'est plus joli, en tout cas plus joli que la version originale de Innovation. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Malheureusement, le projet n'est pas disponible en version francophone, mais quand même, sur BackerKit, 1000 contributeurs, c'est pas mal du tout. Et le projet est déjà financé. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le suivi du menu crowdfunding de la semaine. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis encore aujourd'hui, même si je dis nous alors que pour le coup je suis tout seul, Xavier n'est jamais là pour le suivi du menu crowdfunding, ce lâcheur. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu certainement dans le menu crowdfunding de dimanche dernier, mais oui, nous faisons partie des rares chanceux dans la sphère francophone à avoir eu droit de tester, de playtester Unconscious Mind, le nouveau projet de Fantasia Games, dont la review devrait sortir sur la chaîne d'ici... d'ici une semaine tout pile, approximativement, pour le lancement de la campagne de Unconscious Mind. En l'état, pas de spoiler, je n'en parle pas, je ne vous donne pas mon appréciation sur le jeu. Est-il terriblement bon ou terriblement mauvais? Vous le saurez bien assez tôt dans notre review du jeu, sachant qu'on fera aussi une expli partie dans la foulée. Du coup, d'ici là, je vous souhaite bien entendu de passer une bonne fin de semaine, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine tout le monde.